et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire sur CLM TV Angle Mort. Comme d'habitude, à ma droite, Yassine Merzoui, économiste, bienvenue. Bonsoir. Et à ma gauche, comme d'habitude, Tarek Hafid, souriant encore aujourd'hui. Toujours. Toujours. Et bien, sans trop tarder, nous allons essayer un petit peu de voir l'angle mort de l'actualité de cette semaine. Je pense que l'actualité la plus dominante, c'est cette histoire de cocaïne interceptée dans un port en Espagne. Elle serait destinée au port d'Oran. C'est une quantité 332 kilos, c'est quand même beaucoup. Elle est dissimulée dans des sacs de céréales, plus exactement de semences de maïs, c'est ça, de semences de maïs. Enfin, cette quantité nous rappelle celle de 2018, 700 kilos de cocaïne. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est que selon un journal espagnol qui a rapporté l'info, l'Avant-Guardia, donc il s'agit de 332 kilos destinés à l'Algérie, mais pour l'instant, on n'en connaît pas plus. Yassine, est-ce qu'on a des détails sur cette affaire? Non, bon. Enfin, c'est une affaire qui a été traitée par la DIA américaine. C'est un organisme qui lutte contre le trafic de drogue, trafic d'armes. Donc ce n'est pas les services espagnols qui ont alerté finalement? Non. Cette marchandise provient du Brésil. Oui. Et les services américains ont alerté la police espagnole qui a travaillé avec les services de douane pour saisir cette quantité. Voilà ce qu'on sait. On ne sait pas qui est le destinataire final de cette marchandise. On ne sait pas plus. Bon, pour l'instant, les autorités espagnoles n'ont rien envoyé aux autorités algériennes. Je pense que ça va se faire demain ou je ne sais pas. Est-ce que s'ils envoient, est-ce qu'ils nous auront au moins une information sur cet importateur? Donc probablement on a dissimulé de la cocaïne dans sa marchandise. Peut-être que c'est lui qui a importé de la cocaïne. Pour l'instant, est-ce que les informations qu'ils vont envoyer nous permettront de connaître tout ça? Bien sûr, bien sûr. C'est comme la première fois où la marchandise, enfin ça a été intercepté ici en Algérie, ça a été traité en interne. Mais cette fois-ci, la police espagnole a préféré saisir sur son sol cette marchandise. Voilà. Et donc une autre question, ça veut dire que c'est quand même une quantité énorme ici de la drogue dure. Qui veut finalement envahir le pays par ce genre de poison, de drogue? C'est pas Tarek. Je ne pense pas qu'on ait un marché aussi important en termes de consommateurs pour une telle quantité de drogue. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est de la drogue qui est quand même Donc, à l'état. tu veux dire que l'Algérie est une zone de transit? Je pense qu'il y a plus une zone de transit, on en parlait tout à l'heure avec Yassine. C'est probablement une quantité qui devait arriver ici en Algérie, qui devait être ensuite probablement réexportée. Peut-être qu'il y a une quantité qui devait rester ici, c'est possible. Donc ni en termes de moyens financiers, ni en termes de marché de consommateurs, parce que généralement c'est de la drogue qui vient quand même à un état assez pur, qui doit être recoupé. Donc 332 kilos, ça va donner X quintaux. Vraiment, autant on peut, quand c'est des quantités de cannabis qui viennent du pays voisin ou alors de psychotropes, etc., ça peut être destiné au marché algérien, mais vu le prix du gramme de cette drogue, c'est vraiment destiné à une certaine catégorie de personnes. De consommateurs. De consommateurs qui ont les moyens, etc. Et une telle quantité, c'est-à-dire que si le marché algérien doit absorber, ça se fera sur des dizaines d'années. Donc vraisemblablement, c'est des quantités de drogue qui devaient être. Parce que pour le moment, Yassine, nous avons l'habitude des bilans des services de sécurité, on nous parle de quintaux, des fois de tonnes de drogue saisie. On connaît la provenance, elle vient du Maroc. Récemment, ils ont saisi des centaines de milliers de psychotropes. Donc, c'est dire que quand même c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Quand même, ça veut dire c'est une vraie menace sur le pays. Non seulement sur la santé publique, mais c'est comme s'il y a un acharnement
à envahir Non, le pays. il existe un marché, c'est toujours l'offre et la demande. Tant qu'il y a une demande, fatalement, on va tomber sur l'offre. Mais il n'y a pas de marché de cocaïne ici en Algérie. Peut-être qu'il y a quelques habitués. Ça peut se compter sur les bouts des doigts. Mais, comme a dit Tarek Hafid, c'est devenu une zone de transit. Auparavant, quand il y avait les problèmes au Mali, c'était la cocaïne provenait directement de Colombie vers le Mali et puis réexportée vers les pays européens. Maintenant, ils sont en train de tester leur capacité en Algérie. Bon, la première fois, ça a été intercepté par l'armée algérienne, cette fois-ci par les services de sécurité espagnols. Je pense que ça va un peu les contraindre à revoir d'autres destinations. Bon, ce qu'on sait maintenant, qui m'a les 702 kilos, je crois, 703, je ne me rappelle pas bien. C'était en mai 2018. C'était une marchandise colombienne. Cette fois-ci, bon, la DIA n'a pas donné plus de détails sur cette affaire, mais je pense que c'est en provenance de Colombie aussi. Mais il y a aussi une autre question par rapport à tout cela. Nous, par exemple, au Mali, enfin, disons de la région du Sahel, on a lu les bilans des services de sécurité. Donc il y avait quand même une convergence entre un terrorisme et un trafic de drogue. Mais cette fois-ci, je ne pense pas qu'il a les mêmes objectifs, non? Parce qu'on a eu l'habitude, par exemple, enfin, on a entendu parler de démantèlement de réseaux, mais dans des zones quand même sur les frontières, etc. Mais cette fois-ci, ça passe par un port. Alors, il y a plusieurs modes. En fait, chaque type de drogue a son mode opératoire, ses trafiquants, ses voies de transit. Tout à fait. Si on prend par exemple, quand tu parles de cannabis, oui, là, c'est les groupes terroristes qui sont, c'est une manne financière importante pour eux, donc ils se chargent du transport, de la logistique. Parce qu'ils s'autofinancent par le trafic de drogue. Entre autres. Hein. Là maintenant, je pense que pour la cocaïne, c'est autre chose. On a au Maroc des réseaux de trafiquants qui, en fait, offrent des routes à travers le réseau. Là, par exemple, pour l'immigration illégale, pour le cannabis, ou que ça soit aussi pour la cocaïne, ce sont les réseaux qui sont au nord du Maroc qui s'occupent de tout ce genre de trafic. Si par exemple il y a une autre drogue qui est demandée, comme l'expliquait Céline, à travers la question du principe de l'offre et de la demande sur le marché européen, et qu'eux, ils peuvent s'en occuper, ils prendront. Donc peut-être, hein, je dis peut-être que c'est de la drogue qui devait arriver ici en Algérie et aller d'une façon ou d'une autre à travers un système de test pour voir un peu si le canal il peut être efficace, qui part ensuite vers le Maroc d'une façon ou d'une autre et pour aller ensuite vers l'Europe. Mais ne laissez pas, ou peut-être aussi il y a un autre marché qui est important, c'est le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Parce que l'Algérie se trouve sur l'axe. Sur ce chemin, effectivement. Et donc nous allons attendre les renseignements que devraient remettre les services espagnols pour en connaître un peu plus. Ou même des investigations ici, des services algériens aussi. Il y a quelque chose qui est important d'expliquer, c'est que quand un conteneur ne voyage pas comme ça, surtout quand il vient d'une zone où il y a qui est soupçonné de trafic de drogue. Au moment où on referme le conteneur, on pose des CV. Et toute l'opération de chargement se fait et filmée en présence des douaniers, de la police, mais aussi de l'affréteur, du commissionnaire, du représentant de l'entreprise qui a importé le produit. En fait, il y a tout. Donc c'est dire que l'importateur est déjà identifié. Théoriquement, oui. Après, oui, ce qu'on a vu, par exemple, ce qui a été relevé dans l'affaire des 700 kilos la dernière fois, c'est que
Il y a eu un événement, c'est que les scellés ont été changés en Espagne. C'est ce qui avait été relevé. Ah, d'accord. Donc, est-ce que c'est la même chose cette fois-ci? Enfin, pour l'instant, au stade où on en est, je ne pense pas qu'on ait énormément d'informations. Il Non, est préférable حكاية les d'attendre. scellés هادي c'est pas un problème pour les trafiquants parce qu'ils ont acquis des équipements pour ouvrir les containers, placer leurs marchandises, Leurs marchandises. Donc ils Et adaptent leur procédure. faire d'autres scellés nouveaux. Acheter des scellés aussi, c'est des choses qui sont... C'est Ils ont pas- les moyens, bien C'est sûr. pas compliqué. Donc, Mais c'est pas compliqué. pour un montant de 300 kilos, c'est à peu près de 40 millions de dollars. Donc, si on risque avec 40 millions de dollars, on peut risquer avec un petit pécule pour les agents qui surveillent le soir ou là. Donc, c'est pas compliqué pour les scellés. C'est pas un élément essentiel dans l'enquête. Je dois expliquer aussi que c'est pas nouveau comme méthode. من قبل هذه, on l'appelle la méthode russe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? À la tombée de l'Union soviétique, la Russie était déstabilisée. Il y avait une certaine mafia locale. Des gens proches du pouvoir, proches de Yeltsin, proches des gens vraiment qui ne se font pas contrôler au niveau des ports. Donc, ils introduisent leurs marchandises à l'intérieur des containers et puis après, ils suivent le cheminement du container. À un moment donné, ils braquent le chauffeur, ils emportent le semi-remorque, ils déchargent leurs marchandises et ils abandonnent la marchandise initiale qui était destinée à l'importateur russe. Donc ça s'est généralisé maintenant. Ils essayent de voir des gens influents qui كان البوشي واحد ما يقدر يهدر معاه. Il y a des procédés pour ouvrir les conteneurs et les contrôler in situ. Par exemple, دركا ناخذوا Sonatrach, كاين un port sec dans la wilaya de Ouargla, حاجة qui est destiné à Hassim Saoud ne se fait pas contrôler au niveau du port d'Alger. On ouvre le conteneur à Hassim Saoud. Donc, Posteriori. voilà. Donc, les contrôles, le système de contrôle, c'est ce qui a permis aux gens de placer des marchandises illégales à l'insu des importateurs réels. Donc c'est pour ça que tous les trafiquants essayent par tous les moyens d'affaiblir les institutions de l'État pour gagner C'est l'objectif. en assurance. Il y a aussi l'affaire, je me souviens, je crois que c'était plusieurs quintaux là c'était de l'héroïne, il me semble, le port sec à Louiba, qui avait été découvert dans un... Non, c'est فضيحة تاع خو السيناتور هذاك. Il me semble. Oui, فضيحة هذيك. Dans un conteneur réfrigéré, c'est ça? Pas dans le conteneur. Oui. C'est le frère Djadi. Plaçaohom dans l'autre système de De refroidissement. refroidissement. Voilà. C'est-à-dire qui est placé à l'extérieur du conteneur. Donc, باينة هذيك شرية الحالة كانت مكرفصة. Un concurrent يخسر عليهم 2 كيلو وحطهم لهم للداخل وخلاص. Donc bon, هذاك C'est un acte de sabotage finalement. ماشي ça. Les deux frères, enfin, je ne sais pas combien ils sont. Je connais واحد Mais à فيهم. l'époque, on avait présenté la chose comme quelque chose D'énorme. d'énorme, bien sûr. On n'avait pas parlé de 2 kilos, on avait parlé de beaucoup plus. Non, c'était une question de 2 kilos. D'ailleurs, باينة هذيك الشرية نتاع la concurrence. قال voilà, c'est un concurrent sur l'agroalimentaire. أصلا je vais lui placer. والبلاد كانت مكرفصة الحالة هذاك الحراك يابي ni gouvernement اللي يصلح donc ça a été traité dans ce cadre. Mais le gars khaté, le gars n'a rien à voir avec tout ça. Mais تعرف احنا les Algériens كاين عباد ils prennent le monopole d'un secteur اللي يجي يدخل يخبطوه. Voilà, c'est comme ça. C'est le monopole. Voilà, d'ailleurs, il est à ce jour traumatisé par ça. واحد اللي موالف بلا كوكايين حكموه يقول لك وي قمرت خسرت. مي واحد خاطيه كيما
On a Mohamed se retrouver dans des situations, c'est le choc. C'est un vrai choc psychologique. Donc, l'histoire, Enfin, moi, c'est pas la drogue aussi. Il faut bien préciser. plus que ça. Donc, c'est pas le même cheminement, mais cette fois-ci, il faut faire très attention parce que ça va inciter les gens à changer. Bon, l'Espagne, les fournisseurs, c'est un cheminement qui n'intéresse Donc, ils doivent plus. trouver notre procédé Voilà, c'est pour ça qu'il faut acheminer rester vigilant vigilant par rapport à tout ça. Eh ben, merci beaucoup. Donc, un autre sujet, enfin, pas un autre sujet, toujours dans cette histoire de saisie. Cette semaine, enfin, début de cette semaine, la police a démantelé un très grand réseau de trafic de métaux précieux. Donc, selon le communiqué de la police, ils ont récupéré un équivalent de 300 milliards de saisies, des dizaines de personnes arrêtées. L'enquête se poursuit. Donc, l'enquête a visé généralement des gens de l'Est du pays. Donc, c'est la plaque tournante, enfin, là, ça a été présenté ainsi, c'est la plaque tournante du trafic, notamment le trafic d'or. Donc, ces histoires d'or trafiquées, nous avons déjà, par le passé récent, entendu parler de citoyens qui ont acheté de l'or d'une wilaya de l'Est, mais il s'est avéré que c'est quelque chose de trafiqué. Donc, est-ce qu'on a un peu plus de détails sur cette histoire? Bon, il faut différencier les deux sujets. En 2019, j'ai donné une conférence sur le recyclage de l'argent de la drogue. Bon, publiquement, je ne peux pas donner des chiffres, mais je vais un peu éclairer les gens. Il y a un montant qui est alloué en Algérie pour acheter de la drogue au Maroc. Dès lors que cette drogue est exportée, le montant va doubler. واش دير بهم تجيبهم دراهم donc l'argent est recyclé à travers les engins entre autres et surtout l'or Oui, c'est un blanchiment. pour recycler l'argent et le ramener ici en Algérie. Bon, c'est un cheminement très compliqué, mais il faut faire très attention au trafic de l'or. C'est une monnaie. C'est comme les dollars, c'est comme les... Donc, pour ne pas attirer l'attention, ces trafiquants-là recyclent les montants de la vente de la drogue à travers D'accord, l'or. donc il y a une connexion entre le trafic de métaux précieux et le trafic de drogue. Oui. Chauffe 2014, pour donner à peu près un aperçu sur cette question. En 2014, c'est Bouchouar Blaadem d'air cahier des charges des voitures. C'est ça. On a 5 concessionnaires pour la voiture et 5 concessionnaires pour le camion. On se rappelle tous, le Haslina d'Aléha. Ok. On met ça de côté. En parallèle, ils ont fait le cahier des charges pour l'importation de l'or. خرج واحد برك pour 30 000 bijoutiers. ما كان حتى حس. Parce que le marché est alimenté par le parallèle. Ah, d'accord. Donc c'est... Et je suis content que nos services de police commencent à s'intéresser à ces réseaux-là. Parce que quand même, c'est une partie... Donc c'est un trafic qui en cache un autre. Voilà. Réellement. En fait, c'est, d'après ce que je comprends, ce qu'explique Yassine, c'est le dernier maillon du trafic. C'est-à-dire, c'est là où ils Voilà. ils n'apprennent pas en dinars parce que ça n'a pour eux aucune valeur. Non, parce que, effectivement, dans cette affaire, il y a aussi accusation de trafic de devises. Mais bien sûr, vu que ça a été exporté. En plus, il y a des banquiers qui sont impliqués. Ramener des devises, c'est quand même assez compliqué. Et assez compliqué, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la partie qui est en face en Europe ait aussi les quantités en devises, et ce n'est pas du tout évident. Par contre, effectivement, avoir de l'or, c'est plus... c'est-à-dire,
Ça passe presque Ça- inaperçu. voilà, En plus, c'est-à-dire que c'est quand même. c'est un métal qui ne perd pas de sa Mais valeur. et qui gagne de la valeur. Absolument. Et puis le réseau HADA, il y a un peu de tout. Il y a les gens qui surfacturent, il y a tout, il y a un peu de tout. Yacine, pardon, juste un détail par rapport à toutes ces saisies. Donc il y a le bilan de la police qui a été... Enfin, la police qui a rendu public un communiqué où elle fait le bilan de toutes les saisies. Enfin, je ne sais pas si vous avez des détails, mais nous avons quand même des détails sur des saisies astronomiques. Enfin, finalement, le trafic n'est... نو نهار هدر البريزيدون de la ريبوبليك خرجوا واحد العباد ما على باليش منين قال لك سي فو لي شيفر كي لي طون دانونسي المره هذه سور لا ريفو الشرطه la revue de la police à la une c'est écrit qu'en 2022 la police وحدها a récupéré 1200 milliards. Enfin, c'est l'équivalent. Non, Enfin, en argent et en argent, 1200 milliards et 9 millions d'euros. Donc les gens disent que الرئيس ما مد de fausses informations, هاي لك لا بوليس. نزيدو نستناو لو بيلون دو لا جوندارمري راح يزيد ويخرج ثاني دراهم كبار. Merci Yassine. Et Je vais, Tarek, Tarek, aussi, Tarek, c'est qui est très s'il te plaît, on va revenir à ce sujet, mais juste après une page de publicité, restez avec nous. Bonsoir et bienvenue encore une fois. C'est la suite de notre émission. Donc Yassine, tu disais que les bilans présentés notamment par la police donc, corroborent un petit peu les informations données par le chef de l'État quant aux saisies et aux différents trafics. C'est ça? Oui, comme je disais tout à l'heure, la police وحدها a saisi 1200 milliards en centimes algériens et 9 millions d'euros. C'est les saisies bilan police. On attend aussi le bilan de la gendarmerie et le bilan de l'armée. Surtout l'argent de la drogue, c'est important de montrer un peu les saisies pour avoir une idée sur l'importance de ce marché de la drogue. Donc, on attend, à la fin, on aura un bilan global. Voilà. Eh ben, merci pour tous ces détails. Un autre sujet de cette semaine, une autre actualité, c'est la visite du président Tebboune au Portugal. Donc il était question de l'hydrogène vert, il était question aussi des accords de coopération. Donc il y avait des discussions autour de ce que veulent faire les deux gouvernements.
Donc, dans la foulée, il y avait aussi enfin, la diaspora, il y avait aussi une question de réduire le prix des billets et aussi l'accès à la retraite pour les immigrés. Par rapport à la visite, il y a aussi une décision le second sommet entre les deux pays, sommet économique, qui devrait se tenir le deuxième trimestre de cette année, de l'année en cours. Deuxième semestre. Deuxième semestre. Donc il y avait aussi donc les deux gouvernements sont mis d'accord pour faire de l'année actuelle, l'année en cours, une année charnière pour les échéances bilatérales entre les deux pays. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est que peut apporter les Portugais dans tous ces accords de coopération, notamment quand il s'agit du domaine de l'énergie. Donc, Tarek, est-ce qu'on a quelque chose de supplémentaire sur cette histoire d'hydrogène vert? On a l'hydrogène vert, je pense que Yacine pourra parler. Non, je pensais que Yacine allait nous parler justement de l'énergie en général. Alors déjà, on a tendance à oublier que le Portugal est un pays important maintenant en Europe, ça c'est déjà, et qui se trouve quasiment dans le voisinage de l'Algérie. On pense toujours, quand on pense Europe du Sud, c'est Espagne, Italie, France. Espagne, Italie, France. Alors que le Portugal reste maintenant est un pays important. C'est la péninsule ibérique aussi. Oui, bien sûr, c'est la péninsule ibérique, même si il est plus, sa façade est plus tournée vers l'Atlantique, mais ça reste quand même un pays dans l'esprit et qui a une politique européenne, mais méditerranéenne aussi. Il y a des régions historiques ici parce que le Portugal faisait aussi partie de l'Andalousie. Tout à fait. Et on oublie ça aussi, que le Portugal faisait partie de l'Andalousie. Donc c'est bien de le rappeler parce que tout à fait, c'est-à-dire historiquement. C'est un jet de pierre d'Alger. Tout à fait. Historiquement, c'est un pays qui compte pour le Maghreb en donc général. Culturellement, et pour nous avons en beaucoup de liens. Tout à fait. Ce qui est important, ce qu'on a vu dans cette visite, c'est l'accueil, c'est tout ce qui a été déployé par les autorités portugaises pour accueillir le président et toute la délégation donc, du gouvernement et des hommes d'affaires qui étaient avec lui. C'était une visite d'État. C'était vraiment une visite d'État, mais avec quand même un certain protocole qui a atteint un niveau très élevé. Le président a reçu les clés de la ville de Lisbonne. Il a été reçu à l'Assemblée. Il y a eu différentes rencontres avec de hauts responsables portugais. Et donc c'est une visite quand même qui est très importante à un moment où moi je vais donner mon avis, c'est-à-dire que voilà le type de relation que nous voulons avoir avec un pays européen. Fermo, chauffe-eau, les Espagnols, ce que vous êtes en train de rater. C'est un peu ça, l'état d'esprit. Justement, par rapport à toutes ces relations que nous voulons avoir avec des partenaires étrangers. Donc, sur le plan de la pratique, est-ce qu'on a signé des accords? Est-ce qu'on a engagé des projets ensemble? Il y a on va dire, des accords qui sont en cours de maturation, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, des startups, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Et c'est à propos des énergies, Yacine. Bon, donc on en a parlé. Avant d'engager le débat sur les énergies, il faut se rappeler que l'Algérie et le Portugal ont signé un traité au XVIIIe siècle, 1700 et quelques. Oui, effectivement, c'était la fin du XVIIIe siècle. Donc, عندنا تاريخ معهم. Sauf qu'à l'indépendance, on s'est fait oublier. Chedli, Rabbi Yerhamou, a reçu une seule fois. Il y a eu un seul sommet à Alger, Algéro-Portugal. J'ai eu les années difficiles, des années 90, il n'y a rien. J'ai le président Bouteflika, Rabbi Yerhamou, il a reçu une délégation portugaise, il y a eu une visite d'État ici en 2003. Mbad, il s'est déplacé au Portugal en 2005. Après, il n'y a plus rien. Donc, pourquoi ils ont accordé toute cette importance à la visite du président algérien? Il y a beaucoup d'échanges,
Sauf que politiquement, ما عطينالهاش l'emballage qu'il faut. Ils étaient très contents d'accueillir le président algérien pour la symbolique des échanges entre l'Algérie et le Portugal. Tu es directeur de presse, je te pose la question. La question, منين راكم تجيبوا le papier pour imprimer le journal? Du Portugal. C'est un papier portugais qui est vendu aux Algériens par les Espagnols. C'est une grande puissance en termes de papier. Donc, il y a beaucoup d'atouts. En plus, bon, l'aspect énergétique, on va le discuter. C'est le deuxième pays avec lequel le président algérien évoque l'hydrogène vert. La première fois, c'était avec les Italiens pour produire ici l'hydrogène vert. Il y a un partenariat Eni-Sonatrach qui est en cours. Et le deuxième pays qui va recevoir l'hydrogène vert, c'est le Portugal. J'imagine que les fournisseurs, enfin les importateurs de gaz portugais vont profiter de cette occasion pour dire زيدونا le quota تاعنا. Le gaz est fourni au Portugal via les GNL ou bien via le Medgaz. Le Medgaz qui traverse la Méditerranée jusqu'en Espagne, on va aller comme le. Donc le message, نزيدوا les quantités de gaz وقال نتوما les Espagnols ريحوا كحلوا على الغاز هذا وما تديو والو parce qu'il va traverser leur pays. قال الطيرة تاعكم هاو نعرفوا كيفاش نربيوكم. En parlant d'hydrogène vert, l'Algérie, dans pas longtemps, peut-être 3-4 ans, l'Algérie sera une puissance mondiale en termes d'hydrogène vert. On a tout pour réussir. On a tout. C'est un don du bon Dieu. ربي عطانا الخير هذا. يحب البلاد هذه عطا لها الخير هذا. Les atouts en termes d'hydrogène vert, on les trouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui manque pour lancer? C'est en cours. D'accord. C'est en cours. Donc en termes de technologie... On manquait de technologie. Maintenant, on l'a à travers le partenaire italien. Qui m'a la puissance de l'Algérie, c'est le gaz. On va qui voulait le gaz ou l'hydrogène. On dit deux fois plus puissant. Donc, c'est un atout pour l'Algérie. اللي كما قال اللي يكون معنا مليح ويرحب بينا نرحبوا به نعطوا له واش يحتاج كوم كونتيتي واللي يخشن راسو نربيوه اترافير لي سانكسيون ايكونوميك. هذه هي تكون دوله. Enfin c'est ça aussi les relations. تكون دوله ولا ما les تكونش. intérêts aussi. Puis c'est les intérêts, c'est avant tout les intérêts. Ça, Il n'y a pas d'amitié, il y a les intérêts Et puis permanents. عندهم les Portugais عندهم de grosses entreprises dans le bâtiment, dans les travaux publics. Surtout dans le bâtiment, ils sont connus, les Portugais, Sauf depuis que plusieurs années. كانوا حاقرينهم les entreprises françaises ولا واحد اخرين حاقرين les entreprises portugaises. مساكن ما لقاوش بها وين راحوا يدخلوا في البارتناريا مع علي حداد وكذا ومن بعد يقولوا لهم نتوما عصابه ما يقدروش يخدموا. Ils ont été obligés de s'associer à des gens puissants pour pouvoir travailler ici en Algérie. Maintenant que politiquement le climat est plus serein, donc ils pourront travailler ici en Algérie. Les entreprises espagnoles, Técnicas Reunidas a perdu 3 milliards. Ça fait presque 20% de son chiffre d'affaires annuel. Une entreprise qui se fait tabasser de cette manière. Ça, c'est le compte en coup des décisions politiques Oui, de notre Premier ministre. Pour des pays européens qui ont, c'est-à-dire une certaine expertise, qui ont des groupes importants, qui ont des ingénieurs, qui ont des employés, etc., il est important d'avoir assez proche d'eux, c'est-à-dire
l'environnement qui est assez proche, des marchés. Donc il se trouve que pour l'Algérie, pour les Portugais plutôt, l'Algérie c'est un marché qui est important, surtout en matière d'infrastructure. Et donc c'est important. Quand un président européen se déplace dans un autre pays, il est toujours accompagné d'hommes d'affaires. Absolument. Là maintenant, c'est vrai que nous avons des intérêts, on sait ce qu'on veut dans différents secteurs d'activité. Ils se disent oui, mais bon, معليش نخدموا كيف mais احنا aussi on voudrait quand même avoir une part de marché qui m'appelle dans la réalisation, dans les... Parce que lors du forum économique tenu à Lisbonne, donc il y avait question de l'énergie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, donc plusieurs sujets, il y a plusieurs... Il y a la pêche aussi qui est importante. Absolument, il y avait En aussi le plus, secteur halieutique. Il faut éclaircir un coin pour dire que c'est ما عندهمش كيما حنا عندنا اير الجيري تاع الدوله سوناكوم تاع الدوله هما كلشي بريفي دونك هذاك راحوا لي زوم دافير نتاعنا يترات افيك لور فيزافي الحكومه ما عندها ما دخلها C'est des B2B. سي اونتر بريفي دونك ميم احنا سكي تاتيك جو بونس كو سا فا فينير بلو تار مي حنا راحوا اون سونتين دوم دافير الجيريان بور discuter du partenariat à Lisbonne. Ce qui serait maintenant important, je pense que c'est ça, dans le cas d'une nouvelle vision. Pendant des années, on a reçu des entreprises de grands groupes étrangers qui ont fait des bénéfices, de très gros bénéfices, mais où la notion de transfert de technologie... Il n'a pas eu lieu, effectivement. Ben oui, il n'y a pas eu lieu. Quand on voit le nombre de logements qui ont été construits en Algérie, normalement, on devrait avoir des géants de la réalisation. Normalement. Malheureusement, cet aspect a été complètement occulté. Maintenant, ce qui serait bien, c'est effectivement, vous avez un marché, vous formez, vous allez accompagner aussi des groupes algériens pour que nous aussi, on puisse en Algérie avoir effectivement de grands groupes et pas simplement des groupes type Haddad, ندخلك في un marché, بصح ما تعلم والو, تدي la part نتاعك. En fin de compte, si on veut reproduire un autre marché type un truc basique, trémi, etc., alors dire une trémi, par rapport à la pluie. Non, c'est des ménages d'oula. Soit on a un État qui assume, Qui veille sur les intérêts du pays. donc qui assume ses responsabilités en termes d'apport technologique. Par exemple, en 2010, la loi de finances, non, ce n'est pas la loi de finances, c'est le Code des marchés publics. En 2010, il imposait aux entreprises de réalisation d'investir une partie du bénéfice là en Algérie. Ok, صفقنا له قال والله غير دركا عندنا دولة تخبط فوق الطابلة. Un mois après, نحاه ويحيى une décision. Imagine, une disposition de la loi de finances, avec Non, le décision, code des un marchés décret. publics, Code il des est marchés passé, publics, voilà. il est passé par l'APR, le Sénat, signé par le président de la République, ومن بعد يجي le Premier ministre. C'est gelé par juste une note. ما بقاتش دولة هكذاك. Absolument. مي كي تكون لا كوهيزيون انفستيسور على بالو واش يستنى فيه لهنا في الجزائر قال وي ناكل معاهم خبزه وننفستي شويه ونربح معاهم الملاحه كوم سا جو في غاني اون استيم عندهم مي كانوا يجيو يحصوا كلش ويروحوا. Il y a aussi une autre mesure qui doit être prise aussi. Tu prends un marché dans un secteur, par exemple de haute technologie, où tu es tenu de fabriquer des composants, etc. Tu dois délocaliser, trouver un moyen, surtout si c'est un marché important, à partir d'un certain niveau, ou alors soit en partenariat, ou là, faire en sorte qu'effectivement on puisse profiter de ce que l'on paye. C'est ça qui est important. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces précisions. Parce que le sujet de la situation économique, je pense que ça mérite un petit peu toute une émission pour parler un petit peu, faire un petit peu les bilans, les ratages, les avancées. Donc ça mérite quand même toute une émission. Je vais vous poser une autre question, enfin, c'est toujours économique.
mais ça concerne quand même des petits soucis. C'est à l'entreprise nationale de navigation aérienne, ENNA. Apparemment, le DG est suspendu. Enfin, des infos disent qu'il est suspendu pour des problèmes techniques, mais c'est pas ça. Mais nous allons aussi évoquer quelque chose qui a été un projet qui a été signé avec des Espagnols, mais qui n'a jamais vu de jour. C'est le marché du plan national de contrôle aérien. Il a été attribué depuis 2018 aux Espagnols, mais aujourd'hui, on n'en voit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le NNA? Enfin, il n'y a aucune information par rapport à ce projet attribué il y a 5 ans. Alors, Juste une question, est-ce que le directeur a été suspendu à cause de ce projet qui n'a pas vu le jour? Est-ce que c'est le problème technique survenu il y a quelques jours qui en est la cause? je pense que ce problème technique a été le facteur déclenchant. Il y a eu un problème technique qui a effectivement, qui aurait pu être très dangereux, etc. Bon, et là, les autorités ont pris conscience de ce qui est en train de se passer à l'ENNA. Et on a découvert qu'effectivement, enfin on n'a pas découvert, tout le monde le savait, c'est-à-dire au sein du ministère des Transports, parce que c'est une entreprise qui relève du ministère des Transports, tout le monde sait que ce projet donc, de plan national de la navigation aérienne, qui devait englober à travers différents modules, des systèmes de radar, etc., et notamment un centre de contrôle, il y en a un à Alger, il devait y en avoir un aussi à TAM, que rien n'a encore été réalisé et que donc ce marché qui est parti, qui a été passé avec la société Indra Sistemas, donc cette entreprise espagnole, effectivement. en 2018 d'une valeur de 47 millions d'euros, il y a eu jusqu'à présent 4 avenants. Et les 4 avenants ont fait en sorte que le délai est passé de 18 mois à 48 mois. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, Meccano. Sauf que c'est une entreprise qui est hypersensible parce que on est là dans la sécurité aérienne, on n'est pas dans le confort, là on est vraiment dans la sécurité aérienne et ça touche en plus des avions algériens, mais tous les avions qui passent par le ciel algérien. Donc c'est pour ça que maintenant les autorités ont décidé de prendre en charge. Alors il y a différentes enquêtes de différentes entités autorités publiques, spécialisées, notamment l'IGF, etc., qui sont très... Donc il n'y a pas de soupçon de corruption dans tout ça? On n'en sait pas. ماشي corruption. شوف الدوسي هذا والله العظيم غير il faut avoir du courage politique نحوزهم كاع نجيب équipe جديدة Carrément? Je pense, oui. شوف CTR Mais pourquoi? شوف CTR تمرست أنا en 2023. Oui. Il traîne depuis 2003. 20 ans. درنا le cahier de charge en 3 ans. Appel d'offres. دخلوا les Français Thales ودخلوا les Américains North Grumman. Bon, Thales était à 50-60 millions. Les Américains, ils étaient à 120 millions. Le bon sens, la même année, شرينا من عندهم des équipements ultra sensibles. قال خويا نتفاهموا نديروا سوق مع بعض نقص شويه في لو بري وندير لك لو باك. Oui, c'est vrai. Ce qu'ils nous ont vendu à l'époque, c'était très... En matière de lutte antiterroriste, etc. Il n'y a pas que ça. Donc, ربحنا معهم العيب. Les Américains اللي nous ont tendu la main pour faire plaisir à Thales, le fabricant français. بقات تكركر jusqu'en 2009. كيف appel d'offres يجي Thales وتديها Indra. Indra, c'est deuxième niveau par rapport à Thales en termes de technologie. قال معليش مشيونا الحالة بقات افنون مور افنون اكتب لي نكتب لك rien n'a été fait. Jusqu'en 2017, il y a eu un autre appel d'offres, toujours Thales, Indra. داوه Indra pour 47 millions
enfin, autour de 50 millions d'euros. وبقات تدور غير لتم. En parallèle, on est en train de perdre au minimum 200 millions de dollars en termes de redevances. الطيارة اللي تفوت عندنا تخلص. احنا tant qu'il n'y a pas ces équipements ما نقدروش نخلصوا على الناس. Avec les problèmes qu'il y a en Libye, Soudan. le Soudan, وزيد منا دركا le Sahara occidental, de la communauté aérienne, c'est considéré comme une zone de guerre. Donc, le magma, c'est une opportunité. Le couloir, c'est Pour aller l'Algérie. vers l'Afrique ou vers l'Europe, c'est C'est même une d'est o- en ouest. C'est une opportunité pour l'Algérie. C'est pour ça que les Minas هادو يتعاقبوا. Il n'y a pas de raison de les maintenir en poste. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un article en 2019 et ce qui avait été mis en avant par les syndicalistes à l'époque de l'ENNA, c'est le fait, tout ce qui entoure la question Indra, en disant, voilà, Indra, c'est pas une entreprise qui a la taille, c'est-à-dire pour un projet comme celui de ce plan qui est énorme, et qu'on aurait dû aller vers Thales, et que finalement, Indra a fait du dumping pour obtenir ce marché, et qu'avec les avenants, finalement, on se retrouve Au même prix. au même prix que Thales, et on a perdu... La technologie. Non, on a perdu du temps. Et comme tu dis, effectivement, la technologie, c'est une technologie qui avance, et donc actuellement, on est en train de perdre du temps et beaucoup d'argent, C'est des calculs d'épicier, finalement. malheureusement. Nous allons aborder dans quelques minutes un autre sujet, mais d'ici là, restez avec nous. Nous allons passer une autre page de publicité. Rebonsoir. Et on va essayer de continuer avec une actualité qui a marqué un petit peu, notamment la blogosphère nationale. Sur les réseaux sociaux, les gens se posaient des questions sur la levée des scellés sur les biens immobiliers de l'ancien conseiller du président de la République, Saïd Bouteflika, condamné par la justice algérienne. Qu'en est-il réellement de cette levée C'est de une scellés? procédure normale. Il n'y a rien d'étrange dans tout ça. Lorsqu'il a été arrêté la première fois, il y a eu des scellés qui ont été posés sur ses biens immobiliers. Il a été jugé à maintes reprises, donc là, Condamné définitivement. condamné. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu décision de saisie de ses biens. الآخرين داروا لهم مصادرة. Est-ce qu'on connaît les biens de Saïd Bouteflika? On ne tire pas sur l'ambulance, mais Non, pas non, beaucoup. mais, Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas parce que beaucoup. les Algériens se demandent, ça veut dire il était presque la tête de pan, la tête pensante de la Aïsaba,
Donc les gens pensent que Saïd, moi aussi je le pense, hein, je pense que tous les Algériens le pensent que Saïd Bouteflika est à la tête d'une fortune inestimable. Non. C'est à l'époque de son frère, c'est 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés, hein. Enfin Bon, selon les chiffres. pas ça le problème. Bon, il a fait quelque chose de mal, là, on tourne la page. Non, non, on ne tire pas sur les ambulances, on veut juste donner une info, quelque chose de juste. Mais il y a un autre procès qui l'attend, ou d'autres responsables. Là, ça va parler argent. Ah d'accord. Ou à chauffe, même si Saïd Bouteflika n'est pas un corrompu, il a participé activement à mettre en place un système Oui, oui. basé sur la corruption. Place. Et la première corruption, c'est la corruption politique. Tout à fait. Qui a donné lieu à des corruptions. Quand on analyse la situation dont sont actuellement les institutions, donc on se rend compte À tous les niveaux. À tous les niveaux, donc la À tous corruption les- a vraiment Il faut- gangréné. Il tous faut les se secteurs. souvenir comment se déroulait la sélection des élus nationaux et locaux. Déjà, la question de la confection des listes électorales, etc. Et quand on voit à un certain moment comment on est passé d'une assemblée à De partir militants, assemblée de de militants, militants, c'est-à-dire à une partir assemblée de 97, de quel que soit le trabandistes. militant, quel que soit, c'est-à-dire on n'est Non, pas non, là on s'en pour... fout voilà. À l'idéologie. une assemblée d'hommes d'affaires, là on comprend qu'il y a quelque chose Enfin, qui ne va pas. D'homme d'affaires, c'est trop dire aussi. C'est d'homme d'affaires. De businessmen, d'hommes d'affaires, Enfin, de trabandistes, je préfère. de trabandistes, quel que soit le... Mais bon, la réalité, elle n'est pas simplement pour les assemblées, mais même les partis politiques, on s'est retrouvé avec des gens, des milliardaires qui ont pris les rênes, qui ont pris la direction de partis politiques. Donc, importants. Yassine, les Algériens ont le droit de savoir qu'en est-il de, disons entre guillemets, le règne de Saïd Bouteflika. Est-ce qu'il a pris l'argent des Algériens? Est-ce qu'il en a acheté des villas, des terrains? Ça, d'un autre côté, c'est des gens quand même qui ont des familles. Hein, on n'est pas... C'est ça. Il y a un autre procès où, à la barre, on va parler argent. Argent palpable. D'accord. Il y a un autre procès. Détournement, corruption, proprement dite. D'accord, on va attendre le procès. Donc, vous dites que la levée des scellés, c'est une décision de justice tout à fait normale. Donc, pour le moment, rien à dire. Il n'y a sur aucune ça. décision de saisie de ces biens. En plus, apparemment, selon des informations, il s'agit de biens, petits biens immobiliers qui C'est, appartenaient à la famille bien avant l'arrivée de son frère, le retour de son frère au règne. au Il y a un pouvoir. peu de tout. Il y a un peu de tout. Très bien. On va poser encore une autre question sur une actualité. La semaine passée, l'ancien PDG et fondateur du groupe Cévetal a été entendu par la justice et mis sous contrôle judiciaire. Enfin, les premières infos qui ont été relayées, c'était des transactions douteuses. Est-ce qu'on en connaît un peu plus sur cette affaire de Essaad Al-Barab? Bon, ça concerne des transactions avec des entités à l'étranger. Et ça, je pense qu'il va pouvoir justifier Kul Haja. C'est CRTF qui a signalé certaines opérations. Donc la justice a chargé la police judiciaire d'auditionner Saad Barab sur des affaires Qdam. Il a dit qu'il était en mesure de justifier tout ça. Donc il va rassembler les dossiers pour justifier les opérations à tout. Il va le remettre, je pense, un non-lieu. Je vois, Tarek Iboul, vous avez écrit que c'était une affaire banale. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une grosse affaire, c'est pas. Je pense qu'effectivement, sinon il ne serait pas sous contrôle judiciaire. À mon avis, c'est un peu l'élément qui... Non, j'ai les éléments, je connais tout le dossier. Donc est-ce que vous confirmez que c'est une affaire banale qui Banale, ne risque oui. pas de prendre d'autres proportions? Non, des fois ça arrive à tout le monde. Des fois un banquier, il يجوز لك l'opération, يشد عليك la domiciliation. ومن بعد يكتب لا بنك سنترال يقول لهم واقيلا راني شاك جي دي دوت. Et ومن بعد تلقى روحك نتايا في Enfin, disons que c'est des contrôles routiniers de la Banque d'Algérie. Oui. Eh bien, très bien. Donc, on clôt cette
affaire. Une autre question, pas Non, une autre question, une autre On information. clôt cette affaire, monsieur. Non, dans le débat, on clôt le débat sur cette affaire. C'est une autre chose. On Non, s'en fout. avant de clôturer sur On va donner une autre information, toujours sur le groupe Civital. Civital, normalement, d'après ce qu'on me dit, le 30 Hadal, 30 mai, dans 2 jours. dans 2 Non, jours. non, dans 5 jours. On est 25, pas 28. Voilà. D'ici le 30, ils vont inaugurer officiellement l'usine de trituration. Et c'est une bonne chose pour le pays, pour l'économie du pays. Ça va nous économiser beaucoup d'argent qu'on distribue les importations. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a des autorités locales de la Ouled de Bidjek qui se sont rendues sur place. Donc il y avait des comptes rendus de presse, donc ils parlaient de 2000 tonnes de graines qui seront traitées. Et c'est une usine qui va d'abord mettre fin à la dépendance en importation et elle va capter toute la production nationale en attendant d'élargir un petit peu Nous, la on sera production. obligé d'investir dans l'agriculture pour Effectivement. produire la graine. Il n'y a pas assez de graines, Dorka. Et pour éviter d'importer au D'importer. Brésil avec Bien de la sûr. cocaïne là aussi. Ah, bien sûr, tu en parles. En Non, plus, c'est une usine qui va créer 500 postes d'emploi directs et autant, peut-être plus, indirects. Oh, on est indirect déjà. Pour l'agriculture, ça va mobiliser quelque chose comme 30 000 employés pour produire la graine. Zid transporteurs, zid hadouk, zid les distributeurs. Ça va créer un Une climat, dynamique. voilà, un microclimat d'affaires important pour les gens, puis même les agriculteurs. C'est-à-dire, مثلا l'arachide, كاوكاو. انا اغريكولتور كي نتفاهم مع ربراك تفاهمنا على ان بري دونك ماشي نروح نغرس الكاوكاو ونبقى شاد في كرشي. نشوف est-ce que le marché sera favorable ou pas. C'est déjà dans le cas d'un contrat. Voilà le Effectivement. contrat, قال dans quelques mois je vais te livrer les arachides. Donc c'est déjà un apport de sérénité. هاك تشوف بطاطا اليوم. C'est un encouragement prix. aussi. Oui, bien sûr, c'est-à-dire quand les gens garantissent l'issue de leur production, ça c'est une bonne chose. Absolument, absolument. Une autre question, c'est à l'international. Tarek, toi qui reviens du Team Douf, une question, une information que nous avons eue. Donc au Sahara occidental, donc il y a des Sahraouis, un acte enfin, que je pourrais qualifier d'acte de bravo. Donc ils ont saboté Le tapis roulant. le tapis roulant qui transportait depuis le gisement de Bokera du phosphate jusqu'à l'Atlantique sur une distance de quelques 100 kilomètres. Donc ils ont saboté ce tapis. Donc ils l'ont fait pour dénoncer d'abord comment on appelle ça, le pillage du pillage du phosphate sahraoui par les Marocains. C'est un acte qui a été salué par plusieurs défenseurs et amis du Oui. Polisario. Toi qui reviens de Tindouf, est-ce que Alors, tu as il y a l'information, on l'a reçue tout à l'heure, donc au courant de l'après-midi. Elle provient de sources, sûr je ne vais pas dire sûres, mais en tout cas de personnes qui ont l'habitude de travailler sur l'information au Sahara occidental. On a demandé la confirmation, donc on attend la confirmation, mais l'information est la suivante. Il y a donc 48 heures, durant la nuit, des Sahraouis, des militants. des militants ont saboté ce tapis roulant donc, qui transporte tout le minerai de phosphate du gisement de Bokara qui se trouve dans les territoires occupés du Sahara occidental jusqu'à l'Atlantique où il est transformé et ensuite exporté. C'est une manne financière qui est immense pour le Maroc Je à pense que c'est la travers plus importante. l'OCP, bien sûr, à travers l'Office chérifien des phosphates, donc qui est le bras économique هو du صنع Makhzen. تراك هو صنع تراك نتاعهم.
Enfin, je pense que son attaque, c'est la drogue, non? Oui, effectivement, mais bon, c'est... Addiction Là- le gaz. Donc, c'est cet ouvrage, donc ce tapis roulant, effectivement, qui est d'une longueur d'une centaine de kilomètres, c'est une veine économique stratégique, c'est-à-dire que tout transite par ce tapis roulant, et c'est le tapis roulant le plus long au monde. Alors, moi j'ai déjà eu il y a quelques années l'occasion de discuter avec un jeune qui avait participé déjà à une opération de sabotage. C'est un jeune qui habitait à l'Aïon occupé, qui avec des amis, ils étaient lycéens à l'époque, ils avaient organisé une opération de sabotage. Il me racontait que ça avait eu des répercussions énormes sur Bien le sûr, plan économique. Il y a aussi leurs partenaires étrangers. Mais tout à fait. Alors sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Pas partenaires, c'est des complices. Des complices du vol, donc des ressources naturelles. Du recel. Voilà, tout à fait. À l'époque, ça avait eu des répercussions économiques énormes et des répercussions sécuritaires, parce que la surveillance sur le plan de la sécurité de cet ouvrage, il est mixte. Il est attribué une partie dans certains points à l'armée et dans certains points à des sociétés de sécurité. C'est-à-dire que c'est des sociétés de sécurité qui, bien sûr, appartiennent à des gens, des notables, proches du Marzen, etc. Donc à l'époque, ça avait provoqué énormément de remous. Là, ce qu'on nous dit, effectivement, il y a eu ce sabotage, que ça a eu des conséquences sur l'arrêt, donc l'acheminement de ce minerai de phosphate, mais on attend encore la confirmation et on attend encore les détails. Enfin, du moins pour le moment, la presse locale n'a pas fait fait écho, donné écho. Non, mais on attend. De toute façon, ça se passe dans les territoires occupés. Il n'y a pas beaucoup de... En plein désert dans les territoires occupés, c'est-à-dire les seules sources sont soit les Sahraouis, soit les Marocains, ils disent qu'on a subi un sabotage, ou alors d'autres sources, qui m'accordent les partenaires, les complices. Non, parce que cette opération de sabotage vient en un moment où l'Union européenne, la justice européenne... Oui, il y a ça, mais surtout, alors... Ce n'est pas la première fois qu'elle a condamné ce pillage de... Oui, mais là on attend... On parlait de ressources halieutiques, mais cette fois-ci on parle de ressources minières. Là on attend l'arrêt définitif de la Cour européenne de justice, donc qui doit intervenir au mois de juillet. Mais ce qui est plus important, c'est que l'opération se déroule dans le cadre du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte au Sahara occidental. Donc on est dans les 15 jours, puisque c'était le 10 et le 20. Et donc quand j'étais à Tindouf dans les camps... Bien sûr. De fêter il y a ça, mais deuxièmement, quand j'étais dans les camps, ces derniers jours, les personnes que j'ai rencontrées ont dit « Attendez-vous à une escalade, c'est-à-dire dans la lutte, une nouvelle forme de lutte, il va y avoir... » Et visiblement, ça en fait partie. On fait partie. D'accord. Merci beaucoup, Tarek, pour toutes ces informations. Je reviens, Yacine, avec un autre sujet. Donc, on a entendu le ministre saoudien du pétrole qui, dans une déclaration très courageuse, comme il a défié les traders des bourses. Donc, disons, il les met en garde contre toute velléité, toute tentative de miser, de parier sur la baisse du prix du pétrole. Donc on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de déclaration, notamment de ministres de pays producteurs comme l'Arabie Saoudite. Pourquoi ce défi d'abord? Non, il a dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Tout le monde sait que le stock stratégique en pétrole a été consommé par les États-Unis pour maintenir des prix assez bas pour l'industrie. Le ministre saoudien a mis en garde les traders parce que le pétrole, en ce moment, il fait l'objet de short, d'opérations de vente à découvert. C'est-à-dire, je n'ai pétrole,
c'est un circuit très complexe. Et donc, même pour les contrats à terme, les gens sont en train de spéculer sur la baisse des prix du pétrole. Alors, attention, vous allez le payer. Et c'est une menace aussi pour les États-Unis. Mais l'idée Biden, où il faudra les stocks stratégiques du pays pour maintenir un prix bas du baril de pétrole. Et comment c'est que l'OPEC Plus va se réunir le 4 juin? Je pense qu'il va prendre une décision de baisser une nouvelle fois les quantités produites. Parce que pour le moment, aucune réaction des pays concernés par la production du pétrole par rapport à cette déclaration du ministre saoudien. Donc, est-ce qu'avec cette déclaration, donc vous avez dit, il dit très haut ce que les gens pensent tout bas. Donc, est-ce que on doit s'attendre à une hausse des prix? Bien sûr, bien sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est que la Russie va décider d'une autre baisse. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que les objectifs de la Russie et des autres pays sont les mêmes par rapport à cette baisse? Chacun a ses propres motivations. Effectivement. La Russie, c'est pour sanctionner certains pays. L'Arabie Saoudite, c'est pour maintenir un baril à un prix assez élevé. Depuis pratiquement 2 mois, le prix du baril varie entre 75 et 80. Bon, ces derniers jours, il y a eu des tentatives pour le faire baisser. Ça n'a pas marché. Avec cette déclaration, le marché va être perturbé. Il y a des traders qui vont essayer d'acheter maintenant pour prévenir l'augmentation du prix. Quand il y a une forte demande, le prix wahdo yitla, Effectivement. sans la baisse de production de Et l'OPEP. déjà l'effet d'annonce. Le fait d'avoir dit ça, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc c'est une bonne chose, Lina Hnatani. Chabit la le moral. Oui, effectivement. 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 Une dernière question par rapport à tout cela. Donc, qu'est-ce que les pays de l'OPEP et de l'OPEP+, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour suivre, donner corps à cette déclaration? Nous, l'OPEP, le reste des producteurs de l'OPEP, ils ne vont pas agir sur le marché. C'est la Russie qui a 11 millions de barils jour et l'Arabie Saoudite a 10 millions de barils jour. Homa Fizouj, il représente 50% de l'OPEP. Parce que par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est un peu nouveau ce genre de déclaration. On a toujours constaté que l'Arabie Saoudite refuse de baisser la production, soit elle augmente sa production. Ça dépend des relations. En 2014, c'est l'Arabie Saoudite qui avait provoqué la baisse drastique Effectivement. Et ils ont justifié tout ça par le souci de maintenir des parts de marché. Donc l'Arabie Saoudite est très influente par rapport à ça. Je pense que la Russie va baisser aussi imagine, chacun il va baisser de 500 000. On aura besoin d'avoir 1 million de barils jour. Auparavant, on le faisait sortir des stocks américains. Donc, Est-ce que l'Arabie Saoudite, Sinon, juste une question par rapport à ça, est-ce que l'Arabie Saoudite ont suffisamment, disons, entre guillemets, de courage pour... parce que à première vue, c'est un bras de fer avec C'est les plus les Américains. Saoudiens, Non, Justement, ils sont intelligents. Ils ont privatisé Aramco. C'est un fait. شكون شراو les actions d'Aramco? C'est les gens اللي ما يحبوش بايدن. républicain. دونك خلاص هاد الحكايه تاع لي كوبوي وخلاص. Aramco appartient en partie à des Américains اللي حابين يترفهوا. Donc ils vont défendre une partie des hommes d'affaires Leurs propres américains. intérêts. Ils vont défendre leurs propres intérêts et se venger de Biden. Pour l'affaiblir. Donc Est-ce il y a que, les juste, retombées politiques de cette Une question, décision. est-ce que, on est au mois de mai, si la baisse a lieu, donc ça sera valable pour quelle... À partir de plutôt c'est juillet. l'augmentation. À partir de Pour juillet. les commandes, donc ça sera pour juillet, août, c'est ça? Ah, d'accord. D'accord. Oui. Ça veut dire qu'à partir de juillet, août, on va ندخلوا في الشتاء, parce que ça Ah, va...
Ça va Non, commencer. Donc ça veut dire que la hausse des prix va commencer, va continuer à la augmenter. commande نتاع الشتاء تبدا juillet août. Voilà. Donc بلا déclaration هذه وحدها الناس يبداو يخافوا. Les gens vont avoir peur. Il y a des raffineries par exemple qui ont des petites capacités de stockage à le maximum parce que le prix du baril va augmenter, j'aurai pas assez de pétrole. Donc ça crée une panique sur le marché que chaque baril qui arrive, il est vendu. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur tous ces sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Quant à vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.